Différencier. On pense souvent que c'est proposer un parcours d'apprentissage différent pour chaque élève, qu'il faut construire autant de plans de leçons que d'élèves particuliers dans la classe, et qu'en fin de compte, c'est compliqué, fatigant, et que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Peut-être même est-ce la dernière trouvaille de nos politiques pour définitivement faire disparaître les enseignants sous une avalanche de travail interminable. La différenciation, c'est bien plus simple que ça, plus accessible aussi. La bonne nouvelle, c'est que je suis certain que nous pratiquons déjà tous, vous aussi, la différenciation dans votre classe. Bonjour, je m'appelle Michael et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de pédagogie, d'outils pratiques pour la classe ainsi que d'organisation personnelle de l'enseignant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. La différenciation peut être mise en place de bien des manières. J'en ai déjà abondamment parlé dans mon blog. Ici aussi, vous pouvez vous inscrire pour recevoir directement par email les prochaines publications. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire français, le CNESCO, l'a défini ainsi. La différenciation est la prise en compte par les acteurs du système éducatif des caractéristiques individuelles et potentialités à exploiter de chaque élève en vue de permettre à chacun d'eux de maîtriser les objectifs fondamentaux prescrits et de développer au mieux leur potentialité. Le CNESCO ajoute qu'il ne s'agit pas d'une notion scientifique. Si la différenciation, dans ses premières manifestations, constituait la mise en place de différents moyens pour aider les élèves les plus faibles ou qui rencontrent des difficultés, la notion s'est bien élargie. Et aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à parler d'enseignement flexible ou de chemins multiples pour acquérir une notion. Mais trêve de blabla, je vous ai promis du concret et on va y arriver tout de suite. Je vais donc vous présenter 10 pratiques qui relèvent déjà de la différenciation, qu'elles soient destinées à un élève ou à toute la classe. Faire des retours réguliers à l'élève sur ses progrès. On appelle cela les rétroactions. C'est ce que l'on fait régulièrement à nos élèves de toute façon et, d'après John Hattie, c'est ce qui permet aux élèves de progresser le plus. N'ayons donc pas peur d'en user et peut-être même d'en abuser, pour autant que ces retours soient pertinents. J'aime donner à mes élèves des retours rapides sous forme d'encouragement pour un travail bien fait, en soulignant précisément un élément pertinent. De la même manière, lorsqu'il y a un souci ou une erreur à corriger, demander une explication à l'élève ou lui donner une piste pour améliorer sa production lui permettra réellement d'apprendre de son erreur. Mais il y a beaucoup plus à dire quant aux rétroactions. Peut-être qu'une vidéo pourrait être consacrée à ce sujet éminemment important. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimeriez que je parle plus de ces rétroactions. Différencier, c'est déjà donner des retours constructifs aux élèves quant au travail effectué. Placer l'élève dans la classe selon ses besoins. L'an dernier, concernant un élève qui avait particulièrement de la peine à se concentrer, la psychologue m'a donné un conseil. Le placer à un endroit où il pouvait voir tout ce qui se passe en classe. Naturellement, j'aurais plutôt isolé cet élève, lui permettant presque d'être dans un cocon, afin de pouvoir se concentrer sur ses apprentissages. Mais son inattention venait souvent du fait qu'il était inquiet et désécurisé. Le fait de voir ce qui se passait autour de lui le rassurait et lui permettait de mieux se concentrer. Bien sûr, ce n'est pas le seul cas. Nous avons tous dans notre classe des élèves qui ont des préférences de place, près des fenêtres, seul à une table, ou plutôt dans un groupe de 3 ou 4, près du tableau, près de l'enseignant ou au fond de la classe. Il s'agit d'autant de préférences personnelles que nous pouvons prendre en compte pour un moment et apprendre aussi à l'élève à les dépasser à d'autres moments. Différencier, c'est déjà connaître les préférences spatiales des élèves et leur apprendre à les dépasser. Mettre à disposition du matériel spécifique, casque anti-bruit, timer, etc. Certains élèves ont besoin de se sentir faire partie du groupe, d'autres de s'isoler. Certains élèves ont besoin de savoir précisément le temps à disposition,
D'autres l'utilisent naturellement à bon escient, et certains encore sont trop stressés quand ils savent que le temps est limité. Certains élèves aiment avoir toute une panoplie d'outils d'écriture, d'autres passent plus de temps à choisir la bonne couleur qu'à effectuer l'activité en question. Différencier, c'est déjà donner des conditions de travail qui sont adaptées aux besoins de l'élève en lui fournissant du matériel spécifique ou en lui enlevant du matériel superflu. Donner un temps illimité pour passer les évaluations. Est-ce que le temps est un critère d'évaluation? C'est rarement le cas. Dans ma pratique, seules les évaluations liées à du par cœur ont une indication de temps. Les livrets, les compléments à 10, à 20 par exemple. Pour le reste, le temps ne peut être qu'un facteur de stress. Laisser un temps illimité, entre guillemets bien sûr, parce que l'élève ne passera jamais une journée entière sur une évaluation de 2 pages. C'est lui permettre de se concentrer sur la tâche et non sur la montre. Différencier, c'est déjà se concentrer sur les critères définis et supprimer toutes les distractions, y compris en termes d'évaluation. Segmenter les apprentissages. On vous a jamais posé cette question? Madame, l'orthographe, ça compte? L'orthographe, elle ne devrait compter que lorsque c'est le fruit d'un apprentissage. Dans tous les autres cas, c'est un outil qu'on va vouloir le meilleur possible, mais ce n'est pas là-dessus que l'élève doit se concentrer. Lorsqu'un élève corrige un texte libre en général, le but n'est pas de viser le texte parfait, mais premièrement d'apprendre à appliquer une règle ou l'autre à la fois. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'il prend l'habitude de se relire, on peut lui demander d'appliquer, de relire autant de fois qu'il y a de règles, souvent avec un aide-mémoire ou une liste de cases à cocher qui lui permet d'avancer, de se structurer et petit à petit, à force d'habitude et à force de routine, de pouvoir corriger un texte entièrement. En mathématiques, par exemple, lorsque l'accent est mis sur les techniques de résolution de problèmes, sur la compréhension de ceux-ci et la transformation de l'histoire en opérations mathématiques, pourquoi les élèves ne pourraient-ils pas utiliser une calculatrice pour soulager leur charge mentale et leur permettre de se concentrer sur l'apprentissage qui est vraiment en cours? Différencier, c'est déjà se concentrer sur l'objet d'apprentissage et soulager tous les éléments annexes. Expliciter les objets d'apprentissage et les critères. Les élèves travaillent, mais n'apprennent pas ce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent connaître et appliquer. C'est encore bien trop souvent le cas, même dans ma classe. Je me souviens de ces années pas très lointaines, pendant lesquelles nous passions des heures durant des mois pour apprendre des verbes modèles un par un, pour les entraîner à l'aide d'exercices multiples et diversifiés pour se rendre compte, volée après volée, que de nombreux échecs. Beaucoup d'élèves n'avaient pas appris la conjugaison du présent de nos 10 verbes de référence. Pourquoi? Parce que les élèves remplissaient des fiches pour me faire plaisir, c'était en général pas leur plaisir, mais pas pour apprendre, pas pour retenir, pas pour se construire un système à utiliser. Par manque de précision de mes attentes d'enseignement, ils faisaient des activités sans apprendre. Et c'est encore souvent le cas aujourd'hui. Depuis que les objectifs sont bien définis et que l'apprentissage morcelé est évalué partie par partie, les élèves sont beaucoup plus au fait de ce qui est attendu d'eux, de ce qui est vraiment à apprendre. Depuis la volée précédente, j'utilise les ceintures de compétences, où en général 2 ou 3 verbes maximum sont réunis dans un niveau et l'élève sait exactement ce qu'il va devoir faire. Il devrait être capable de compléter un tableau avec les formes de ces verbes et également de compléter des phrases, donc en situation, par ces verbes et de les accorder bien sûr avec le sujet. C'est une petite chose à la fois et on construit par petits morceaux, tout comme un maçon ne prend généralement pas un grand bloc de béton pour construire une maison, mais va brique par brique pour construire ce qu'il a à faire. Les résultats sont bien meilleurs en apprentissage, mais aussi en réinvestissement dans les dictées et dans les textes libres. Différencier, c'est déjà permettre à chaque enfant d'entrer dans l'apprentissage
par la porte qu'est la prise de conscience de ce qui est attendu en termes d'apprentissage. Donner des stratégies de gestion du temps et d'organisation de sa place. N'avez-vous jamais remarqué d'élèves qui travaillent dans des conditions douteuses pour sa santé et pour le travail effectué? Cahiers au bout de la table, livres et documents inutiles au premier temps et des tonnes de choses qui n'ont plus rien à faire sur la table. Toutes ces conditions requises pour ne pas se plonger efficacement dans l'activité d'apprentissage attendue. Différencier, c'est déjà apprendre aux élèves qui en ont besoin à organiser leur place de travail. Instaurer des routines dans le travail et l'organisation. Parfois, on pense que l'enseignement, c'est tout et son contraire. Ce n'est peut-être pas si faux. Il y a quelques années, on parlait de varier les manières d'enseigner, les modalités de travail, de ne pas faire toujours la même chose. Actuellement, on y croit encore. D'ailleurs, la différenciation, c'est aussi cela. Mais on insiste aussi de plus en plus sur les bienfaits des routines et des habitudes de travail qui permettent aux élèves de se plonger réellement dans un apprentissage indépendamment des codes à appliquer. Différencier, c'est donc aussi donner aux élèves des habitudes qui leur permettront d'être plus centrés sur l'apprentissage et moins sur les modalités de celui-ci. D'ailleurs, mes routines, ça vous dit que j'en fasse une vidéo? Mettez-le dans les commentaires. Proposer des synthèses variées dans leur présentation. Alors oui, ici, pour le coup, je vous propose de vous retrousser les manches, mais c'est pour la bonne cause. Bien que la notion d'intelligence multiple soit de plus en plus décriée et définie comme non scientifique, il est indéniable que nos élèves comprennent mieux une notion lorsqu'elle leur est présentée tantôt sous une forme d'un texte, tantôt sous la forme d'un schéma ou encore d'une liste d'éléments et pourquoi pas d'une carte mentale. Pourquoi dès lors ne pas proposer ces différentes formes de synthèse de contenu à nos élèves? Cela nous prendra du temps et de l'énergie pour les créer la première fois, mais ensuite, elles vont rester valables d'année en année. D'ailleurs, il se pourrait bien que ces documents commencent à fleurir sur le site enseigner.org. Différencier, c'est déjà proposer aux élèves différentes manières de synthétiser un apprentissage. Utiliser l'écriture pour un but. Les situations d'écriture sont multiples, de même que l'objectif qu'elles poursuivent. Depuis l'aide-mémoire pour une présentation orale jusqu'à la production d'un écrit finalisé, il y a autant de situations et d'étapes, d'objectifs et donc de manières différentes d'appréhender cette activité. Un brouillon ou un ensemble de notes ne doit pas être parfait, ni exempt de fautes d'orthographe. C'est un outil pour un apprentissage spécifique, souvent autre que le français ou l'écriture. Je vais prendre des notes d'un travail de groupe concernant une expérience de fonte de glaçons pour pouvoir en faire un rapport à la classe. Personne ne lira ma fiche si ce n'est le rapporteur du groupe. Les élèves, tout comme les adultes, sont monotâches. Ils ne se concentrent que sur une chose à la fois. Ne leur compliquons pas celle-ci en leur imposant d'utiliser des outils parfaits dans tous les apprentissages, au risque de transformer toutes les leçons en leçons de français. Dans le même ordre d'idées, j'ai abandonné depuis longtemps la copie de synthèse par les élèves eux-mêmes. Entre les erreurs qui y sont notées, l'écriture encore bien vacillante pour certains et les autres difficultés inhérentes à l'opération, cette activité était bien souvent contre-productive et empêchait les élèves d'apprendre correctement ce qu'ils devaient connaître. Ainsi, je sépare presque systématiquement les documents qui permettent de travailler la notion en cours, de la synthèse qui fera l'objet d'un apprentissage souvent à la maison pour préparer une évaluation. C'était peut-être mieux avant, mais c'est bien plus efficace et adapté maintenant. Différencier, c'est déjà reconnaître la situation de travail présente et ses modalités. Je pourrais continuer cette liste avec encore une bonne série d'éléments, mais mon empathie pour mes collègues me pousse à m'arrêter là, au moins pour faire une pause jusqu'à une éventuelle suite à cette série d'éléments. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'élément qui vous séduit le plus, celui que vous pratiquez déjà dans votre classe, ainsi que votre désir d'avoir ou non une deuxième vidéo spécifique consacrée
à ces éléments de différenciation. Et puis, si vous voulez que je vous parle des rétroactions ou des routines, n'hésitez pas aussi à me le communiquer dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux et pourquoi pas d'en discuter en salle des maîtres avec vos collègues en chair et en os. La différenciation s'applique également dans les modalités d'évaluation. Je vous propose pour continuer cette vidéo consacrée aux évaluations basées sur des critères qui permettent également à tous les élèves de progresser et de valider les apprentissages effectués. Bon enseignement, bonne différenciation, faites ce que vous aimez, enseignez.